Salut tout le monde, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, Mutants, Runaways, pas de jaloux. Le voici, enfin, l'épisode dédié à Captain Marvel, le film dont je vous rabâche les oreilles depuis au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin je ne sais plus, je ne compte plus. Je suis Paula et je suis en compagnie de Basile. Comment vas-tu Basile ? Toujours au top. Salut tout le monde. On commence tout de suite. On commence tout de suite et on commence comme d'habitude avec les news et comme toujours en commençant par Netflix. Netflix, vous savez, c'est un peu calme plat en ce moment, mais une petite news rigolote. Des fans ont fait une campagne, ils ont payé pour faire de la publicité à Times Square, à New York, pour militer pour le retour de Daredevil. Une petite anecdote, ma foi, fort sympathique et toute mignonne. On continue dans les réseaux de streaming. Là, on va parler de un qui n'est pas encore entre nos mains, c'est Disney+. Kevin Feige a dit que les comics What If, les séries un peu d'histoires alternatives, pourraient bien être adaptées en série sur Disney+. C'est une idée plutôt sympa et donc bien évidemment, si ça arrive, ne vous attendez pas à ce que ce soit cohérent avec l'univers canonique du MCU. On passe au cinéma et on passe avec les news de Sony. Et notamment, alors il y a eu 3 posters pour Spider-Man Far From Home, un Berlin, un Londres et un Venise, en fait, qui sont les 3 films qui vont être au scénario. Mais revenons un tout petit peu sur Spider-Man Into the Spider-Verse, le superbe dessin animé et la meilleure adaptation de Spider-Man que nous avons jusqu'à présent. Et ça a été un avis qui a été partagé par les Oscars parce qu'il a eu l'Oscar du meilleur film animé. Bravo à lui. Et si vraiment vous avez beaucoup aimé le film, sachez que le DVD Blu-ray est soit sorti, soit bientôt sorti, je ne sais pas, mais il faut vite que je l'achète. Et que très prochainement, iComics, donc qui est un éditeur français, va éditer le livre Tout l'art sur le film et que ça sera disponible pour 30€. Et c'est moins cher que la version VO. Donc si vous n'avez pas acheté la version VO mais vous vouliez, attendez la version VF de iComics. On continue avec le grand Spider-Verse de Sony et Venom 2, juste pour vous dire que Ruben Fleischer, qui avait réalisé le premier, ne semble pas être disposé à réaliser le 2. Voilà. C'est pas trop grave. C'était un réalisateur de studio qui avait fait le taf mais qui avait pas de patte particulière, donc ça ne devrait pas transformer le projet. Du côté du MCU, tout d'abord, on va dire un grand bravo à Black Panther, lui aussi fortement récompensé lors des Oscars. On vous rappelle que le film a eu 3 prix techniques, meilleur décor, meilleure musique originale pour Ludwig Göransson et meilleur costume pour Rosie Carter. Cette costumière, c'est donc la première personne de couleur à avoir le prix du meilleur costume. Ouais, bravo à elle. Si on parlait un petit peu de Captain Marvel avant que ça soit le grand sujet. Allez, on va faire très vite et notamment on va parler box-office. Que ça soit en France ou aux US, le film a sacrément cartonné. Et Captain Marvel a réalisé le meilleur démarrage pour un film présentant un nouveau personnage en France, donc c'était vraiment à jour 1, et c'était plus de 212 000 entrées. Et pour rappel, Iron Man c'était 186 000, Doctor Strange 144 000, Black Panther 124 000, et Gardien de la Galaxie 108 000 et Ant-Man 102 000. Donc quitte à comparer, on peut comparer avec Black Panther et c'est quasiment 2 fois plus, c'est assez canon. Et Black Panther était sorti dans plus de salles que Captain Marvel, donc c'est vraiment un très très bon départ. Et ça s'est confirmé aussi aux US, Captain Marvel a réalisé le 2e meilleur week-end pour un nouveau personnage à 153 millions, alors que Black Panther c'était 200 000. Par contre c'est intéressant de voir que Black Panther a mieux fonctionné aux US que chez nous, et que, mais bon, ça reste tout très très bien. Et Captain Marvel a le 7e meilleur début pour un MCU. Donc en soi, c'est pas déconnant, parce que ça se compare quand même avec des Avengers et tout ça. Et j'ai cru comprendre que Captain Marvel fonctionne aussi toujours très bien en France, parce qu'il est toujours numéro 1, alors que c'est sa 3e semaine en salle. Et alors je sais pas si pour un film Marvel c'est normal ou pas, mais en tout cas pour un film tout court, c'est assez rare.
Et aux US, c'est aussi en train de cartonner et ça va finir sa vie très très beau au box-office. Je referai des vrais graphes avec des vrais chiffres de comparaison et autres, mais bon, voilà, sachez que le film fonctionne très bien, que ça soit chez nous, aux US et même dans le monde. Alors que ce film a quand même la petite particularité, on peut le rappeler, d'avoir été énormément trollé par des gros débiles, donc c'était pas gagné, parce qu'il y a des gens qui auraient pu être influencés par ces trolls. Et visiblement, ces chiffres nous permettent de leur adresser un bon gros doigt. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant des bons gros trolls, à un moment sur YouTube, si tu faisais que recherche Brie Larson ou Captain Marvel, dans toutes les suggestions, tu avais que des suggestions de vidéos de trolls. Après, c'est normal parce que c'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. Et donc YouTube a dû nettoyer l'algorithme et maintenant ne te propose plus ces gros débiles qui disaient du mal du film alors que le film n'était pas encore sorti. Notamment parce qu'ils n'avaient pas compris certaines déclarations de Brie Larson, mais bon, on en reparlera plus tard. Allez, on parle aussi d'un film qu'on attend beaucoup, parce que c'est le prochain film MCU qui va sortir, et c'est Avengers Endgame. Et on a eu un nouveau trailer. C'est dans moins d'un mois, alors. C'est dans moins d'un mois, oh là là. On est tout fou. On est tout fou. Donc, nouveau trailer qui ne dévoile toujours rien, mais qui montre quand même beaucoup plus de choses. Qui montre une ambiance, surtout. Qui montre une ambiance. L'ambiance de la dépression. L'ambiance de la dépression. Mais en même temps, ça pouvait pas être après Infinity War, ça pouvait pas être la fête. Non. Mais c'est vrai qu'on a aucune réponse, et c'est très bien. Ouais. On a des questions qui restent en suspens sur, par exemple, est-ce que Bruce va réussir à faire revenir Hulk? On ne sait pas. Est-ce que Tony Stark va rentrer sur Terre Alors si, on le voit, on a mais des forts indices, mais même ça, en plus, ça veut rien dire. Ça se trouve, ils ont pu trafiquer les images qu'ils nous ont montrées. Non, c'est assez cool d'avoir juste des images d'ambiance et de pas avoir d'éléments qui permettent de lier les scènes entre elles. Les seules choses, les indices qu'ils nous donnent, c'est la temporalité. On ne sait pas déjà combien, pour rappel, on ne sait pas trop combien il se passe entre Infinity War et Endgame. Mais même, notamment, les films du MCU, notamment sur les derniers, les intrigues se passent très vite, ça se passe en 2 jours max, comme ça a été d'ailleurs le cas pour Captain Marvel, où ça se passe en 2 jours à peu près. Là, ça a l'air d'être un peu plus long, et il y a 2 éléments qui le permettent nettement plus long, même. Nettement plus long. Il y a 2 éléments qui le permettent de le supposer. C'est quand Ant-Man, il a l'air de revenir sur Terre, parce que tout est délabré, t'as un peu l'impression que c'est la fin du monde, et que c'est la fin du monde s'est passé depuis beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Les maisons abîmées et tout, c'est pas une semaine de gens qui sont partis en vacances, quoi. Non, tu sais, moi, ça m'a fait penser à la série Révolution, où justement, il y a plus d'électricité, et on les retrouve quasiment 2 ans après la coupure et de la panne générale. Il y a un peu ce bordel-là. Ouais. Ça m'a fait penser à ça. Et l'autre élément qui est plus facile à estimer, c'est la coupe de cheveux de Natasha, qui part du carré blond qu'elle a dans Infinity War, à quelque chose de beaucoup plus long et de retour au roux, et ça a l'air d'être un roux naturel. Donc juste cette croissance de cheveux montre qu'il s'est passé beaucoup de temps, et donc pour vivre un peu cette période-là, il y a au moins 1 an, normalement, qui se passe. Il y a au moins 1 an. J'ai eu les cheveux longs au lycée, mais j'ai oublié combien de temps ça avait pris. Bah, pour te le dire, là, pour essayer d'enlever le blond, ça, il y a du temps qui se passe. Donc voilà. On a eu des posters aussi, et là, c'est les posters solo. Donc les posters solo qui montraient il y avait 2 teams. Il y avait les teams des snappés ou des morts qui étaient en gris, et la team des survivants qui étaient en couleur. On va pas vous faire la liste, mais par contre, on va vous préciser certains points qui avaient été un peu omis ou qui n'étaient pas clairs. Du côté des snappés, il y a pas grand-chose à rappeler, si ce n'est que Shuri, elle est vraiment morte. On l'a pas vue, les frères Russo avaient dit que non, elle avait survécu, et en fait, ils ont menti, elle n'a pas survécu, mais ça, c'était déjà visible dans le premier trailer, donc voilà. Et dans les survivants, histoire de bien préciser, il y a Pepper Pot, Wong et Happy Hogan. Et Valkyrie. Et c'est intéressant de revoir Valkyrie, on la voyait un peu dans les utilisations de promo et dans les jouets, mais voilà, si Valkyrie est là, c'est que elle risque d'être très importante dans le film. Donc voilà, sur les points de qui est mort et qui n'est pas mort. On a aussi eu récemment une petite nouvelle qui va bien faire plaisir à moi pour commencer, et ensuite à tous les fans des Gardiens de la Galaxie. Kevin Feige avait déjà confirmé que c'était le script de James Gunn qui allait être utilisé. Mais nous savons désormais que c'est même James Gunn qui retournera à la réalisation. Oui! Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je pense que tout le monde sera d'accord. Tous ceux qui ont aimé le film, les 2 premiers seront contents que James Gunn fasse la suite. Toujours sur le MCU, on a un petit bout d'infos sur le film Black Widow.
Des rumeurs indiquaient qu'il allait être rated R. Non, il ne le sera pas, ça a été confirmé. Il restera comme tous les films du MCU, accessible à tous. Le tournage a par contre été un peu repoussé. Il démarrera finalement qu'au mois de juin, parce que le casting n'est pas tout à fait terminé. A priori, il y a un personnage de femme capable de botter des culs façon James Bond sans concession, qui n'a pas encore été casté. On a des rumeurs de personnes qui pourraient ressembler à la description du personnage. Il y aurait peut-être Emma Watson, Alice Englert, que vous avez peut-être vu dans Sublime Créature, Darzuzowski dans Hostages, et Florence Pugh qui avait joué dans les 4 filles du Dr March. Qui va jouer, pardon. Je suis moi aussi hors du temps comme dans Endgame. Et Anna Quinlivan de Skyscraper. Bon, il y a plusieurs noms qui sont associés, mais il y a quand même, les rumeurs ont tendance à aller un peu plus vers Florence Pugh. Et puis il y a d'autres noms qui tournent pour d'autres rôles, toujours à prendre très au conditionnel, mais on vous donne l'info quand même. Il pourrait y avoir dans ce film Camille Mendes, que vous avez vu dans Riverdale, Storm Reed, que vous avez vu dans Raccourci dans le temps, Isabelle Moner, si vous avez vu Apprenti Parent, moi je l'ai pas vu, et peut-être que le méchant serait éventuellement, je mets beaucoup de conditionnels, mais c'est nécessaire, par André Holland, que vous avez vu dans l'excellent Moonlight. Et si vous n'avez pas vu Moonlight, regardez Moonlight. Et on finit les news avec le film Eternal. N'oublions pas que le film Eternal n'est toujours pas confirmé. Mais c'est pas grave, il y a quand même des choses à en dire. Notamment que la réalisation reviendrait à Chloé Zhao, qui a été la réalisatrice des Les chansons que mes frères m'ont apprises et The Rider. J'en ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais c'est pas mal. Et c'est aussi à noter que ça serait la première réalisatrice qui serait seule aux commandes, étant donné que Captain Marvel a un réalisateur et une réalisatrice, et que Chloé Zhao deviendrait la seule. À propos du casting, Marvel Studios serait à la recherche d'un acteur ouvertement gay pour être le personnage principal. Pourquoi cette précision concernant l'acteur? Parce que le personnage principal serait le premier gay du MCU officiel. Donc après, peut-être qu'il y a à date là des personnages qui sont gays mais qu'on ne connaît pas encore, mais donc il se dit que dans Eternal on aurait enfin une tête de liste. Alors je vais vous donner plein de noms, parce qu'il y a plein de noms qui circulent pour les Eternals, et sans trop de précision de qui fait quoi, mais allons-y. Ana de Armas, Gina Rodriguez, Naomi Scott, Alexander Skarsgård, ça va faire plaisir à Emily, Armie Hammer. C'est le frère, mais ça se garde quand même. Oui. Armie Hammer, Charlie Hunnam, ça c'est pour toi, Sofia Boutella, Luke Evans, Rami Malek, Millie Bobby Brown. Et là vous vous demandez, alors je suis désolée parce que quand j'ai vu tous ces noms, j'étais là, je fais, mais c'est lequel le supposé acteur ouvertement gay pour faire le personnage principal? Parce que moi je connais pas la sexualité des gens et c'est pas que ça m'intéresse pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Donc si jamais ça vous intéresse et pour vous éviter la recherche, c'est Luke Evans. Et donc Luke Evans est gay. J'en avais strictement. Je ne savais pas. Je savais pas non plus. Je me pose pas non plus cette question-là. Mais étant donné qu'il y avait cette précision sur le casting, je me suis demandé, mais dans la liste, en fait il y en a aucun, donc ils se fichent de nous. Ah non, en fait il y en a un. Pardon. On n'est pas assez people. Non, on n'est pas assez people. Et dernière rumeur en date qui date d'aujourd'hui, donc nous sommes le 28 mars, et tout le monde en a parlé. Angelina Jolie voudrait être dans un film Marvel et elle voudrait être dans Eternal. Vas-y, fais ce que tu... Enfin, j'en sais rien. De toute façon, à chaque fois... Moi, je l'aime bien. Non, mais... Pourquoi pas? Je l'aime bien aussi, mais j'ai juste envie de rappeler que à chaque fois qu'on a eu des grosses annonces, des grosses rumeurs dans ce style-là, ça n'a jamais abouti. Donc voilà. Et on a fini avec les news. On a fini. Il est temps. Enfin, Paula l'attend depuis si longtemps. Nous allons vous parler de Captain Marvel. I have this power, but I don't know where it came from. I've never seen anything like her. You think you can find others? She's just the beginning. You've come a long way, but you're not as strong as you think. What is this? The SHIELD logo. Does announcing your identity on clothing help with the covert part of your job? Said the space soldier who was wearing a rubber suit. Et étant donc de passer à notre sujet du jour, on vous en a parlé, on l'a attendu, vous aussi.
Donc Captain Marvel, c'est un film qui a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. C'est le 21e film du MCU. Le scénario, on avait Geneva Robertson Dworet, Anna Boden et Ryan Fleck ayant aussi participé. Il faut se rappeler qu'il y avait eu un premier scénario écrit par Nicole Perman et Megan Le Fauve. Et au casting, nous avons une belle brochette. Brie Larson et Samuel L. Jackson, évidemment, ainsi que Lashana Lynch, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Craig et Jude Law. Eh oui, ça en fait du beau monde. Ça en fait du beau monde. Pour Jude Law avait été une surprise à l'annonce du casting. C'est vrai. Peut-être un petit rappel des impôts le concernant. On ne sait pas. Alors, on va essayer de faire une première partie sans spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. C'est aussi une nouveauté pour nous. Voilà. On Alors, ne sait pas si on va y arriver. Du coup, on devrait quand même en être capable, mais excusez-nous s'il y a des petits micro-spoils, enfin, ou des choses que vous considérez comme des petits spoils dans cette première partie sans spoiler. Et vous inquiétez pas, quand on passe au spoil, on l'annonce. Bon, déjà, sur les parties, sur l'ensemble du film, on peut dire que c'est un bon film du MCU. Hein, on le met quand même haut dans la liste, surtout toi. qui l'attendait, qui avait... Non mais, tu l'attendais, t'avais peur que finalement, avec toute l'attente que t'avais, ce soit pas... J'avoue que ça a été très compliqué. La première fois que je l'ai vu, j'ai été crispée et je me suis dit, ok, ça a l'air d'aller. J'en profiterai mieux la deuxième fois, mais ok, ça a l'air d'aller. Et en effet, pour moi, il est dans le haut du panier. Clairement. Moi, je saurais pas, j'ai pas un classement à jour dans la tête, mais dans la moitié haute, c'est sûr, peut-être dans les 5-6 préférés. Ouais, c'est ça. Il a du mal à détrôner Winter Soldier après Infinity War, mais parce que après il y a des films qui sont un peu particuliers, genre Infinity War c'est un peu particulier, mais par exemple moi je l'ai préféré à Black Panther. Moi aussi. Et Black Panther est très bien, mais je l'ai préféré, et il est au même niveau que Ant-Man. Mais après, j'avoue que je donne une place très particulière à Ant-Man, parce que c'était cet effet surprise du film. Et voilà. Mais... Oui, et puis il y a des tons, des univers très différents, donc aujourd'hui, le MCU étant tellement large, c'est difficile de les comparer les uns avec les autres. On va dire c'était facile de comparer un Iron Man à un Captain America. Aujourd'hui, on a des choses très variées. Et c'est tant mieux. Sur la vie générale, effectivement, moi j'ai aussi trouvé que c'était bien construit dans le sens où la trame globale, qui reste une trame connue dans le cinéma, avait été peu utilisée dans le MCU, en nous mettant un personnage qui a déjà les pouvoirs, ça vous l'avez vu dans les trailers, dans toute la communication, et avec justement des retours, des accélérations, des changements, enfin voilà, des rythmes qui font que c'était pas comme ça les origin story pendant très longtemps. Moi, je m'en étais beaucoup plaint quand ça avait été toujours les mêmes j'ai pas de pouvoir, je découvre mes pouvoirs, je deviens héros. Et ils avaient, avec Ant-Man, ils avaient fini de faire ça. C'était le dernier. Black Panther, ils ont changé. Voilà, là, Captain Marvel, ils ont encore fait autre chose, et c'est bien parce qu'au bout de 21 films, quand même, il faut changer la recette un peu de temps en temps. Pour le coup, je trouve que c'est une construction qui peut se rapprocher un peu de Thor 1 et de Spider-Man Homecoming. Juste pour le côté de... j'ai pas besoin de savoir qui je suis avec des pouvoirs, mais j'ai besoin de savoir qui je suis tout court. Parce que Thor a un peu ça, il perd ses... Enfin, c'est évidemment, Thor, il a vraiment le côté de je perds mes pouvoirs, donc mais il a besoin de savoir quel humain il est, qui il est lui vraiment. Et Spider-Man a ça aussi quand Tony Stark lui enlève l'armure. Il a besoin de retrouver le vrai héros. Donc c'est vraiment très différent, mais quitte à avoir des liens, je les mettrais un peu avec ces deux-là. Ce serait dans ceux-là aussi. En version beaucoup mieux, notamment par rapport à Thor, en version beaucoup mieux, et après en Spider-Man Homecoming, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai moins apprécié, mais c'était pour d'autres choses. Moi, en côté positif, il y a Tout comme toi, et aussi, vraiment, j'avais des attentes, et j'avais très peur pour Brie Larson. J'avais confiance en elle, parce que, en tant qu'actrice, elle est très bonne, mais elle allait sortir de sa zone de confort, et appréciant énormément le personnage, en me faisant des idées de comment le personnage interagit par rapport aux lectures que j'avais peur de l'écriture du personnage, et j'avais peur de son interprétation. Je trouve que l'écriture du personnage est très juste par rapport aux comics,
Et je trouve que son interprétation est parfaite. Et moi, elle m'a convaincue dès les toutes premières scènes, avec ce regard en coin, ce sourire malicieux et cette grosse tête à conneries qu'elle a. Et je trouve que c'est le personnage des comics. Et voilà, il y a pas de différence entre les deux écritures. Le côté tête brûlée et le côté prendre les choses à la légère est bien dosé par rapport au moment où il faut être sérieux sur des points sérieux, et c'est une bonne composition de personnages. Et moi aussi j'ai retrouvé, je connais beaucoup moins bien le matériau d'origine que toi, mais j'ai retrouvé la sensation que j'avais. Donc c'est pour le coup c'est vraiment une très bonne écriture du personnage, une très bonne interprétation. Donc merci Brie Larson de faire un travail. Enfin, il tient le film, comme Chris Evans peut tenir Captain America ou Robert Downey Jr. Voilà, tous ces acteurs qui tiennent très bien leur film et qu'on a du mal à imaginer d'autres acteurs pour faire ces rôles-là. Elle fournit exactement la même chose. Elle nous donne un personnage qui a quand même une jolie palette d'émotions. Un certain nombre de sourires, donc c'est l'instant où je mets mon deuxième doigt au gros troll. J'avais envie de le râler, il y a quand même énormément de moments où elle sourit et elle rigole, et du coup j'ai dit, mais voilà, c'était encore plus absurde toutes les absurdités qu'il y a eu avant. Sur les très bons points, moi j'avais envie de parler de la bande son, enfin des morceaux choisis du thème années 90. Voilà, tout... il y a du Garbage, il y a du No Doubt, il y a du Hurt, il y a du Hall, il y a du Nirvana. Ouais. Il y a voilà, une très belle représentation de la musique des années 90, où les morceaux sont choisis par rapport à la scène qu'ils accompagnent. Les paroles ont du sens à ce moment-là, et c'est un très bon point que je mets en face d'un point moins bon, qui est toujours le même un peu sur le MCU, c'est que par contre, bon, les thèmes composés sont pas foufou. Pour le coup, ils sont pas mémorables, c'est pas quelque chose que en effet tu pourras fredonner, mais j'avais quand même 2-3 scènes qui m'avaient marqué sur les 2 premières fois où j'avais vu le film et où j'avais pas encore écouté la bande son, donc qui m'avaient marqué en me disant ok, au moins on s'en rend compte qu'ils sont là, parce que plein de fois je trouve qu'on s'en rend pas compte, et pour moi la seule bande son qui est sublime, c'est celle de Winter Soldier, parce qu'il y a vraiment des thèmes qu'on sent qu'ils sont là, ils servent à quelque chose, et je trouvais que parfois dans Captain Marvel il y avait ça. Mais en effet c'est un peu plus bas, mais de toute façon de base je pense que la direction musicale pour ça des OST de Marvel Studios est faut que ça y soit, mais il faut pas non plus que ça soit trop visible, et il faut pas que ça marque trop les esprits. Dans les points un peu moins bons aussi. Tu passes direct au moins bon? Ouais, en fait, je fais pas forcément dans l'ordre j'ai aimé, j'ai pas aimé, je fais dans l'ordre de ce que j'ai. Je trouvais qu'on manquait un peu d'infos sur qui sont les Kree. Alors, ils présentent bien la grande intelligence. Ouais. Que c'est une IA, etc. Ils présentent bien le côté armé. Par contre, qui sont les Kree, pourquoi il y en a qui sont bleus, pourquoi il y en a qui sont pas bleus, voilà, parce que c'est une fédération, enfin, c'est pas juste, c'est un peu entre une race et une fédération pour moi, les Kree. Ouais, et je crois que dans les comics par rapport aux bleus, c'est qu'il y en a qui poussent vachement plus loin leur expérience de Kree, c'est comme ça qu'ils deviendraient bleus, il y a un truc dans le genre. C'est ça, mais t'as un truc un peu de... Mais aussi, c'est pas juste une race, il y a une mixité, il y avait pas forcément besoin d'y passer des heures, mais juste le glisser, et j'ai trouvé que le monde des Kree avait pas grand intérêt. On le voit très peu, donc c'est pas gênant, visuellement, il a pas grand intérêt. Non. Mais d'ailleurs, ça va, où certes, les personnages principaux sont très bien écrits. Ils sont très bien... mais après, j'ai trouvé qu'il y avait aucun acteur ou actrice qui était en dessous, mais de nouveau, on se retrouve quand même avec des fois des palettes de personnages qui ne servent à rien. Et c'est plutôt du côté des Kree, où on a quand même beaucoup de Kree qui sont présentés, mais qui ne servent à rien. La taille de l'équipe dont fait partie... la Star Force. Ouais, la Star Force, je pense que ça aurait gagné à ce qu'il y en ait peut-être un ou deux de moins. Peut-être, mais... Après, on va pinailler là sur des détails, ils sont là, c'est pas non plus gênant, mais voilà, il y a des choses. Même sur les Skrulls, c'est un petit peu compliqué à bien comprendre comment
alors comment dire ça sans que ça devienne un spoil, mais quelle est en fait la vraie réalité des Skrulls. Quel est le peuple en fait, quelle est cette race, ce qu'elle veut. On comprend ce qui s'est passé entre les Kree et les Skrulls, mais on a du mal à comprendre quelle est la situation des Skrulls à cette époque, enfin à ce moment-là, parce que ça a l'air d'être très éparpillé partout, mais ça a l'air d'être organisé, mais c'est organisé de manière bizarre, où on nous montre un truc qui est organisé, mais dans un truc très désorganisé. Enfin, guérilla ou voilà, on a un peu du mal à saisir si on connaît pas. C'est pas très clair. Dans les très très bons points aussi, c'est j'ai trouvé que le côté années 90 était très perceptible, mais pas racoleur. Non. C'est-à-dire qu'il y a des références, il y a les voitures, les vêtements, etc. Mais on te jette pas. T'as des clins d'œil forcément à des moments, à des films, à des choses comme ça, mais on t'en jette pas toutes les 5 secondes comme si t'avais un mec qui te tapait sur l'épaule et faire t'as vu c'est les années 90, c'est les années 90, t'as vu il y a machin, c'est les années 90. T'as vu, c'est cool la nostalgie. Et ça, c'est un point qui est intéressant, parce que moi, j'ai trouvé que l'intégration dans les années 90 était parfaite. Tu sens que c'était dans les années 90, et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, je pensais qu'ils allaient y aller un peu plus à fond, on a du mal à percevoir que c'est dans les années 90, alors que la nostalgie terrienne qu'a Star-Lord dans Les Gardiens est très très forte, parce qu'il a son baladeur, il a cette bande-son, et j'ai dit « Mais en fait, c'est pas du tout la même chose ». Parce que déjà, il est nostalgique d'une terre, finalement, il n'y va pas, il n'y est jamais vraiment retourné, c'est juste une bande-son. Et la bande-son, c'est sa mère, en fait, c'est plus sa mère. que l'époque qui lui tient à cœur. Voilà, il a un baladeur, certes, mais elle a aucune raison de se balader avec un baladeur. Et pourquoi aussi on se rend un peu moins compte de cette nostalgie ? C'est parce que finalement, les années 90, c'est quand même pas si loin que ça. Si tu regardes les fringues, elle est habillée... Enfin, les fringues sont assez basiques. Ça revient en plus. Et en plus, ça revient. Enfin, elle est habillée en grunge. Là, ma tenue vestimentaire d'hiver, c'est à peu près comme elle est habillée. Donc, les voitures se sont améliorées. J'ai mes docks et mon jean. C'est ça, hein. J'ai une chemise à carreaux en flanelle. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Et les voitures sont pas très différentes non plus, en plus. En fait, c'est sur la technologie où tu sens que ça a évolué, mais on n'allait pas lui faire se balader avec un tatou toutes les 5 secondes. Enfin, il y avait pas de logique. Et la musique, c'est nodable, c'est des trucs que j'écoute encore, donc, voilà. En plus, les choix musicaux ont été pas mal rock. Oui. Et qui est un genre qui est peut-être moins en changement que la pop. Où la pop, t'as vraiment genre années 80, c'est le synthé, années 90, t'as tous ces boys bands, machin, enfin, entre autres. Alors que je pense que le rock est plus difficile à dater, parce que ça évolue différemment. Voilà, ça évolue. Donc voilà. Donc, non, le film, en fait, retranscrit très bien les années 90, et aussi bien que Les Gardiens peut retranscrire la période de la mère de Star-Lord. J'ai envie de mettre aussi un énorme point positif sur les effets spéciaux. Parce que ils sont canons. Et je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, des fois, on a vraiment des séquences où c'est que des effets spéciaux, où il y a rien de physique. Et j'ai eu du mal à me dire, mais en fait, ça là, c'est un effet, tout est créé numériquement et il y a rien qui a été filmé. Et pour le coup, on s'en rend pas compte. Et ça prouve que, on sait, de toute façon, c'est des techniques qui s'améliorent et qu'il y a des films qui vont très mal vieillir alors qu'ils ont même pas 10 ans, mais c'est pas grave. Mais pour le coup, c'est bluffant. Oui. Et sur les effets spéciaux plus traditionnels, les maquillages des Skrulls sont très bons. Oui. C'était en même temps incontournable, sinon ça marchait plus. Et le maquillage de Coulson et Fury aussi. Alors, j'ai trouvé que pour Coulson, c'était un peu moins réussi. Ouais, peut-être. Mais après, il apparaît. Mais et puis il doit être encore plus rajeuni presque. Enfin, disons que son âge réel et son âge dans le film, c'est une période où tu changes plus que Samuel L. Jackson réel et Samuel L. Jackson dans le film. Et en plus, Samuel L. Jackson, même en vrai, il a toujours eu une tête de vieux. Enfin, même quand tu vois Pulp Fiction. Voilà. Ouais, il a Mais oui, mais pour Samuel L. Jackson, tu vois rien en fait. Et c'est très dur à faire. Bah ouais. Et c'était hyper important parce que sinon à chaque fois qu'il parle, tu t'y crées quoi. Oui. Tu seras là, il y a ta prothèse qui bouge sur ton front.
Ouais, non, toute la technique de visuelle, on va dire, elle est très bien. Et les costumes aussi. Les costumes des Skrulls, enfin la tenue de Talos, pas Thanos, pardon. La tenue de Thanos, décidément, de Talos est vraiment très belle, et son costume à elle, parce que comme il y a beaucoup de zoom, de gros plans sur des bouts, on voit, enfin, ça, c'est cool en fait d'avoir le temps de le voir. Les Skrulls, ils ont joué une carte de la sobriété sur le costume qui marche bien. Et d'ailleurs dans les vaisseaux aussi, c'est assez stuffed. Quand on voit aussi les accusateurs chez les Kree, c'est assez sobre, et finalement c'est souvent la meilleure décision, on va dire, à faire. Et là ils ont plutôt bien réussi le truc, ouais. Et dans ce cas-là, toi t'es pas déçu? Je me souviens que pour Infinity War t'avais été un peu déçu, notamment quand ils sont sur Titan, où tu dis ouais, en fait il y a juste des éléments au premier plan, mais le deuxième plan est pas travaillé. Sur les planètes. Sur les planètes. Effectivement. Mais alors là, on a moins de planètes étrangères, on y passe moins de temps. Ouais. Effectivement, ouais, dans Infinity War, ce qui m'avait gêné, c'est que t'as les héros au milieu de ruines, et après t'as juste des trucs hyper au loin, mais t'as pas une espèce de profondeur progressive. Là, la planète où ils vont pour en mode commando, j'ai pas ressenti ça. J'ai trouvé que c'était assez bien fait, mais c'est beaucoup plus rapide, donc ça m'avait pas dérangé. Mais j'avais l'impression qu'ils tournaient plus dans de scènes avec des décors physiques, notamment là sur la fameuse planète, donc c'est Torphage. J'ai l'impression que c'était plus des décors physiques qui permettent de remplir et Oui, je pense qu'ils l'ont fait dans le désert ou un truc comme ça, et pas dans peut-être. Enfin, en tout cas, ouais, ça avait semblé plus dense. Et les rares scènes où tu sens qu'en fait c'est fait dans un fond vert, et notamment toutes les conversations avec l'intelligence suprême, mais finalement ça se justifie. Oui, comme c'est dans un monde virtuel. Comme c'est dans un monde virtuel, ça se justifie. Donc je trouvais que, enfin, les critiques que t'avais fait à Infinity War, je me demandais si t'allais les faire, étant donné que j'avais pas l'impression qu'ils avaient mieux travaillé. Non, j'ai pas remarqué ça. Et que quand il y a pas grand chose, c'est que ça justifie qu'il y ait pas grand chose. Mais du coup, par contre, j'ai une grande critique à faire. J'en ai bassiné toute la préparation. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé dans ce film, c'est le montage, que j'ai trouvé très 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 découpé, et pour des fois où c'était pour moi pas légitime. On sait que Brie Larson est remplacée par une cascadeuse sur un certain nombre de ses combats, donc il y a des combats qu'il faut cutter pour remplacer, enfin pour pas qu'on se rende compte que c'est une cascadeuse. Là, j'ai pas de problème. Par contre, il y a un moment où Samuel L. Jackson est en voiture, fait une course-poursuite et est percuté. Et là, on a, entre le moment où la voiture se fait rentrer dedans et le moment où elle s'arrête, on a 5 plans minimum différents. Ouais, je crois que c'est à peu près ça, ouais. Et t'as genre la percussion, la tête de Samuel L. Jackson dans la voiture. Le haut de la voiture. Le haut de la voiture pour montrer qu'elle est décalée. Un plan côté ras du sol pour qu'on ait le glissement des, la voiture qui fait un tête à queue sur elle. Et t'as des trucs comme ça où tu te dis pourquoi on est déjà dans une scène où il se passe, c'est très dynamique parce qu'il y a deux choses dans la scène en même temps, il y a un métro, une voiture, et tu dis vous rajoutez ça. Moi j'ai eu des moments où j'avais un peu l'épilepsie qui était pas loin, quoi. Alors heureusement avec toute ma dose de jeux vidéo je sais que je suis pas épileptique, mais ouais, il y a quand même des moments où j'ai dit là c'était pas nécessaire, et à l'inverse il y a des moments où ils l'ont justement bien évité ce piège. Il y a des combats contre les Skrulls où là pour le coup c'est plutôt bien travaillé avec la caméra de dos pour pas qu'on voit la cascadeuse si besoin et tout ça, et du coup il y a quand même plusieurs moments où je me suis dit pourquoi vous avez fait ça. Et en plus ils l'ont fait aussi dans des scènes intégralement en images de synthèse. Et tu te dis il y a des scènes dans l'espace qui sont très très coupées. Alors que si tu prends par exemple pour moi une scène qui est iconique de choses dans l'espace, dans un autre univers, c'est dans Star Wars 3, quand ils vont délivrer le sénateur, et au milieu d'une bataille au-dessus de Coruscant, tu suis le vaisseau. Oui. Et pour moi c'est la meilleure scène possible dans l'espace. Un truc qui est hyper dingue, et je me suis dit mince, avec elle ça aurait très bien marché aussi de le faire.
Et ils ont choisi de faire plus de cuts, alors que du coup en image de synthèse t'as une liberté dingue, et je me suis dit c'est dommage qu'ils aient pas plus cherché à faire quelque chose comme ça. Alors, en effet, les scènes d'action sont cutées, et je pense que ça fait aussi partie des choix de Boden et Fleck, parce que on a vu une vidéo sur Vanity Fair où ils expliquent notamment la scène du métro avec cette fameuse scène de la voiture de Fury qui est percutée. Donc on sait qu'ils ont décidé aussi, qu'ils ont contribué à ce découpage et à ce montage parce que ça faisait partie de leur réalisation. J'avais vu parmi les critiques sur le film que les gens ont attribué, c'est que le film n'a pas d'âme, qu'il n'a pas de choix artistique ou n'a pas de choix de prise de vue, comme on peut avoir dit par exemple pour James Gunn et les Gardiens de la Galaxie, où on sait qu'il a une vraie patte. Et donc les gens disaient mais en fait c'est un duo de réalisateurs et de réalisatrices de studio où on leur fait des commandes et autres. Et non, en fait pas du tout. Faut savoir que Kevin Feige, à chaque fois qu'il a choisi des gens qui allaient les mettre derrière la caméra, c'est parce qu'il voulait quand même qu'ils apportent un peu leurs pattes. Donc des fois c'est visible, des fois c'est pas visible. Je pense notamment à Scott Derrickson pour Doctor Strange, qui, si je ne dis pas de bêtises, il vient quand même du cinéma d'horreur. Donc, n'ayant pas vu ces films, je ne sais pas. Mais avant d'aller voir Captain Marvel, je m'étais quand même beaucoup plus penchée sur la carrière de Boden et Fleck, parce que j'avais déjà vu des films. Et en fait, ils en ont écrit et réalisé que 2, donc ça allait assez vite. Après, il y avait tous les épisodes de série, mais j'allais pas regarder. Et ils viennent de l'indé, et ils viennent de l'indé intimiste. Ceux où tu te concentres vraiment sur les personnages, sur comment ils évoluent, quelle est leur situation pourrie, quelle est la situation pourrie du début et celle de la fin. Donc c'est l'introspection, et je trouve que leur travail se voit beaucoup plus sur les scènes de dialogue, où il va y avoir des grandes informations qui vont être données, et je trouve que ça se voit aussi sur le découpage chez eux, où en effet, il y a moins de découpage naïvement, je trouvais que souvent quand t'étais en face à face, donc t'avais du champ contre champ, et que dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait, en fait, tu remettais la caméra sur quelqu'un qui parlait. Et eux, ça, c'est quelque chose que Yale ne font pas. Et ils vont tu vas voir la personne qui parle, donc tu vas avoir d'abord la caméra sur elle, et après, la personne parle toujours, mais on passe maintenant sur la personne qui est en train d'écouter, parce que pour voir comment elle va réagir. Oui. Je suis d'accord, c'est très bien fait sur les dialogues. Et sur les dialogues, en fait, c'est très bien fait. Il y a, par exemple, 2 grands moments qui le permettent. C'est le moment du métro sur Allah, avec et encore, c'est assez léger. Mais par contre, c'est toutes les scènes en Louisiane. Tout ça, en fait, je trouve que c'est là où on voit très bien leurs pattes à eux et pourquoi c'est lui et elle qui ont été choisis pour ce film-là, parce que finalement, ce sont ces scènes-là qui sont très importantes pour le film et pour l'évolution du personnage. Et voilà pourquoi ce choix-là est pertinent, et pour le coup, je trouve que ça se voit dans le montage. Oui, pour le coup, je suis entièrement d'accord sur ces scènes-là, c'est vraiment beaucoup plus travaillé, et je trouve que ça sert aussi le MCU en entier sur la relation entre elle et Fury. Parce que pour que Fury il ait toujours gardé l'objet qu'il a à la fin d'Infinity War pour la contacter, etc. Il faut qu'il y ait eu quand même une relation assez forte entre les deux personnes, pas entre le directeur du Shield et l'héroïne, mais entre les deux personnes. Et ça ils l'ont très bien fait aussi. Sur les scènes d'action, je pense qu'ils ont été un peu guidés et influencés par moi je trouve qu'on voit un peu en filigrane le storyboard, où on sent qu'il y a genre des scènes où on dit là ce plan là il va claquer sa mère et il va être hyper cool, et il faut relier ce plan là hyper cool et ce plan là hyper cool, et entre on sait pas trop mais on va relier, parce que t'as aussi des très beaux plans qui te scotchent à ton canapé, mais où tu vois, c'est un peu très vu que ouais, ok, là c'est le plan où ils ont voulu me dire regarde, on te scotche à ton canapé et on te prend un peu par la main. Et je pense qu'il y a aussi toute la préparation amont qui a fait que il y a ce petit défaut là qui est présent. Mais en effet, je pense que Boden et Fleck étaient pas à l'aise avec ces types de scènes, et puis
faut savoir les faire en fait, les scènes d'action. C'est pas donné à tout le monde. Peut-être qu'ils se sont appuyés sur ce qui existait déjà. Mais voilà, c'est au final c'est quand même un duo de réal qui fait de l'intimiste, qui fait de l'indé. On les a pris sur ça parce que c'était quelque chose de nouveau qui allait arriver dans le MCU avec Captain Marvel, parce que c'est le scénario qui a été écrit comme ça. C'est pas pour rien aussi que c'est Brie Larson qui a été choisie, donc c'est cette volonté-là, et toutes ces parties-là du film est très bien faite. Et après, les gens qui disent ce film n'a pas d'âme, t'as envie de dire, les gars, c'est le MCU, quoi. Enfin, on n'a pas non plus... T'en as quelques-uns qui sortent du lot, les Gardiens, le Thor Ragnarok... Mais je sais pas, regardez Avengers 2 Ultron, t'as pas de trucs qui marquent, et c'est, enfin voilà, ça reste un blockbuster, et c'est pas un mauvais film pour autant, mais c'est pas ça qu'il faut attendre, quoi. T'es pas dans Birdman, ou t'es pas dans Whiplash, ou ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas un film indé. Ouais, donc et pour moi, là, c'est juste au même niveau que le MCU, quoi. Oui. Ni plus ni moins. Je pense qu'on a fait le tour du sans spoil. Puis c'était dur. C'était dur. On n'est pas bien, hein, vous le voyez pas, mais... Laissez-nous spoiler. Donc voilà, là on vous prévient, petite YOLO. Petite alerte spoil. Peut-être qu'on vous mettra dans l'article et dans la description à quel moment vous pouvez revenir pour les questions. On vous mettra ça dans la description YouTube pour ceux qui écoutent sur Spotify ou si, il ailleurs. y a les descriptions dans Spotify. Ah oui, voilà. Donc après... Partout on pourra mettre des descriptions, on le mettra. Voilà. Pour les autres, désolé. Et donc c'est l'instant où on spoil. Youhou. Liberté. C'est la fête. C'est la fête. Il était chambé. Il est chambé. Ouais. On a quand même tous eu une très très grosse surprise. Je pense que le plus gros, c'est les Skrulls. Ouais. Où moi j'ai eu un moment où j'ai fait... Oh, c'est quand on a un Skrull qui est sur la table d'autopsie. Et du coup, le Skrull patron de Fury qui fait... repose en paix, mon frère, machin, et tout. Je fais, putain, merci, si les gens ont pas trop suivi la promo du film, on n'était pas au courant. Et en fait, je pense que c'était pour faire encore plus la surprise après parce que justement, il tombait un truc très emblématique des méchants. Eh ben, figure-toi que justement, cette scène d'autopsie, nous deux, on n'a pas été surpris, parce qu'on savait qu'on avait suivi, mais je suis allée voir le film avec des personnes qui n'avaient pas du tout suivi la promo, et à ce moment-là, ils ont fait, oh, c'est un Skrull. Enfin, quand on voit vraiment le visage de Ben Mendelsohn, ils étaient là, oh, c'est un Skrull. Donc au final, ça fonctionne cette scène. Bah non, mais c'est le problème, c'est justement, moi c'est ce que je lui reproche. Qu'elle fonctionne ? Bah oui, c'est qu'on le sait beaucoup trop tôt. On sait beaucoup trop tôt. Ah, toi, ça te dérange qu'on sache tout de suite que Ben Mendelsohn, la version de l'agent Keller. Voilà. Ah ouais. Moi, j'aurais aimé que ça arrive plus tard, toi, qu'on le découvre au moment où Nick le découvre. Moi, ce que j'aime, c'est mais on n'aurait pas compris. Bah si. Ah si, on aurait compris avec le Nicolas. Avec le Nicolas, voilà. Et moi j'aurais voulu que moi j'aime bien quand tu découvres le truc en même temps que le personnage. Ah. Je suis moins fan de la construction où tu sais un truc et t'attends de voir quand le personnage va le trouver. C'est goût personnel là pour le coup, pas jugement de qualité. Mais moi j'aime bien faire en même temps que le gars faire. Oh, l'enfoiré. D'accord, très bien. Tu vois l'effet sixième sens un peu quoi. Ok. Enfin non, parce que l'effet sixième sens, là, c'est le personnage qui le sait avant toi, c'est encore différent. J'ai rien dit. Mais enfin bref, voilà. Moi, j'aurais voulu que, au moment où Nick réalise, nous fasse, oh là là. Oui, il se passe un truc. Et pas qu'on soit déjà au courant, que quand ils sont retrouvés dans la base du projet, Pegasus, merci. On sache déjà que c'est un piège, tu vois. Ah, ok, je vois. Très bien. Ok. J'ai pas d'avis. Bah, pour le coup, j'ai pas d'avis. Parce que comme je savais déjà, j'ai pas d'avis. Et j'ai trouvé justement que la blague du Fury, par exemple, on reproche souvent à Marvel de faire beaucoup de blagues et autres. J'ai trouvé que les blagues n'étaient pas de trop. Parce qu'à chaque fois, elles ont permis de créer du lien entre les personnages, ou de montrer soit la relation qu'avaient les personnages entre eux, avec justement Verse et
vu qu'on est dans la partie spoil, j'ai le droit de le dire, et Ian Rogue, donc le personnage joué par Jude Law. Voilà, cette histoire, rien que là, elle vous fait des blagues sur quel est l'aspect que prend l'intelligence suprême. Ouais. Toutes ces blagues justement de Fury que donc Verse a toujours avec Fury. C'est marrant en fait justement. Ouais, genre la casquette. Ouais, voilà, c'est la bien de casquette. mettre votre logo sur une casquette quand vous êtes une société secrète. Tu vois, en fait, tout ça, ça permet aussi, enfin, l'humour est toujours une bonne bonne manière de créer des liens avec entre deux personnes. Donc, j'ai trouvé que c'était jamais trop forcé. Donc, oui, il y en a beaucoup, mais c'était Moi, jamais... je l'ai trouvé mieux, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, vas-y. Je l'ai trouvé mieux que dans Age of Ultron. J'y pense parce que je l'ai revu il y a pas très longtemps, mais dans Age of Ultron, quand les Avengers attaquent Hydra au début, t'as tout le truc sur les gros mots, etc. Et tu dis les mecs ils sont en pleine baston et ils sont en train de tous réagir sur le fait qu'il dit des gros mots. Et tu vois, là c'est des moments où ça m'embête un peu plus. Je te dis où ils sont quand même censés être un peu concentrés sur ce qu'ils font. Et je trouve que dans Captain Marvel, c'est là qui est bien fait, c'est que quand elle se bat, elle est concentrée, elle se bat. Et les blagues, comme tu dis, elles arrivent à d'autres moments où c'est des scènes de dialogue et c'est juste le caractère du personnage et ça crée du lien et c'est Voilà. Je trouvais ça assez bien. Après il y a un peu de comique de situation, genre avec les Skrulls quand ils sont avec leur boisson. T'as des moments où dans la maison en Louisiane ils sont un peu oui, c'est en décalage entre l'extraterrestre et ce qu'ils sont en train de faire. Ou c'est mon meilleur scientifique, il vanne un peu son chef scientifique aussi. C'est ça, c'est vrai que c'est assez marrant. Moi j'ai bien aimé, notamment justement dans la construction du personnage, voilà, qui est Carol Danvers, donc on l'a dit, c'est une tête brûlée et autres. Et je trouve que Brie Larson arrive très bien à le faire dans sa manière de courir, dans sa manière de se battre. Elle court un peu comme une merde, mais c'est pas parce qu'elle est soldat qu'elle doit courir très bien, très carré, parce que finalement c'est quand même une pilote à la base, donc c'est... Même si elle a eu une préparation physique et tout, mais... Elle est pas censée être... C'est pas l'armée de terre, donc du coup c'est pas comme Captain America, donc elle court vraiment comme une merde, c'est très très drôle. Et justement, toutes ces scènes où elle est dans le vaisseau des Skrulls, où elle se bat alors qu'elle a toujours ces deux... entraves, on va dire. Ces deux entraves, où justement elle leur dit vous savez pas comment les enlever. En fait ça se voit dans sa manière de se battre qu'elle est très brouillonne et que elle y va, elle se lance alors qu'elle sait pas, même si elle les a vus, mais ça se trouve elle a oublié combien elle allait avoir d'adversaires face à elle, donc elle y va, elle les prend un peu un par un et quand elle les met tous KO, elle est surprise elle-même de les mettre tous KO. Et je trouve que en face tu peux mettre la scène de Winter Soldier avec Captain America qui est dans l'ascenseur où ils sont 36 minutes dans cet espace confiné. Lui, il est beaucoup plus méthodique et il est pas surpris en fait de les avoir battus, alors que elle, tu la mets dans cet ascenseur-là, elle y arriverait pas en fait, parce que enfin, il y arriverait peut-être, mais elle y arriverait de manière complètement bordélique en disant putain j'ai eu un peu de chance en fait en face de moi j'avais quand même des bras cassés. Ouais, parce que dans la Star Force, elle reste quand même un peu la novice dans l'équipe. Enfin, c'est l'impression que ça donne quand tu vois que les autres ils ont vraiment t'as la sniper, ils ont des missions bien précises. Et elle suit Ian Rogue, presque comme si elle était un peu en apprentissage. Enfin, elle est soldat, il y a pas de doute, mais elle a l'air quand même un peu moins vétéran que les autres dans la posture qu'elle a dans l'équipe. Et à plus vouloir se jeter de toute façon justement dans cette scène sur Torfa où elle dit on y va, et lui dit non c'est un mauvais plan parce qu'il y a une entrée et une sortie, il dit ouais mais vas-y on y va, et il dit quand il y va et elle a un énorme sourire en disant super je vais pouvoir aller faire de la merde et elle veut juste aller tout droit et se jeter. Et c'est en ça où le personnage est très bien écrit et Kelly Sue DeConnick, donc qui est la scénariste des comics, a été consultante sur le film. Je pense qu'elle a dû être consultante au début du film. Pour partie scénario, probablement plus. Non, ça a vraiment été sur le film. Enfin, elle avait l'air de dire parce qu'elle a été sur le tournage, donc c'était d'accord. Pour s'assurer qu'ils allaient dans la bonne direction, et que quand elle présentait le personnage avec David Lopez, donc vraiment au moment en 2014 quand ils ont fait la série de comics. Elle, pour présenter le personnage à David Lopez, elle lui a dit, dis-toi que c'est quelqu'un qui se jette tête la première, qui fait tout ce qu'il y a à faire, et qui va se relever la tête, et qui va voir ce qui s'est passé autour, en savoir si toute la situation c'est bien, et elle a les cheveux complètement ébouriffés, et elle se les remettra à l'arrache. Et ça,
c'est visible en fait dans la scène du métro, où elle rentre dans le métro, elle a les cheveux complètement en vrac et elle souffle pour un peu s'enlever cette mèche-là. Et David Lopez a demandé à Kelly Sue DeConnick, mais tu leur as expliqué comment était le personnage, comme moi tu me l'as expliqué, parce qu'il y a cette scène en fait, cette scène que tu me disais, qui apparaît, et elle dit non, ça ils l'ont compris tout seul, en lisant ils l'ont compris tout seul. Donc voilà, c'est en ça que ça prouve que le personnage entre les comics et le MCU est très juste et bien fait Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sur l'origine de ses pouvoirs, où sur l'instant, en fait, je me suis pas rappelé tout de suite, j'avais un peu, je sais pas, mais en fait, elle a ses pouvoirs par un accident de moteur subluminique, qui est quand même, en fait, un accident de Tesseract, quoi. Oui. Et du coup, tu dis, ouais, donc finalement, elle a ses pouvoirs via une pierre de l'infini, donc c'est normal qu'elle ait des pouvoirs assez ouf. Du coup, je fais la comparaison avec Vision, en fait. Oui. Qui arrive toujours tout de suite avec des pouvoirs assez dingues. D'ailleurs sous-exploité dans Infinity War à mon goût, mais en fait il y a avec elle il y a 3 personnages qui ont les pouvoirs liés à une Infinity Stone et c'est Scarlet Witch. Voilà, j'allais y arriver. Elle aussi un peu toi quand ils sont tous les deux dans Infinity War, ils sont un peu sous-exploités, mais et du coup ça montre voilà un peu la puissance de pourquoi elle est vraiment surpuissante, et notamment quand elle défonce en Super Saiyan. ouais, voilà, en Super Saiyan face aux accusateurs, face à Ronan. Bah c'est ça, enfin, ses pouvoirs, c'est une pierre de l'infini, donc c'est délirant, et quand elle on va dire, elle sort toute la pâtée, bah c'est les sources de pouvoir les plus puissantes de l'univers, donc c'est normal, et c'est pas juste elle a pas juste tu vois le sang de Marvel qui se serait mêlé au sien ou des choses comme ça. Non, parce qu'il est un cri normal, voilà. Enfin Yon-Rogg, pas Marvel. Son sang, elle a le sang de Yon-Rogg. De Yon-Rogg, oui, pardon. C'est dans les comics, oui. Mais oui. Ouais. mais par contre, tu vois, aussi, j'avais très peur quand tu as vu le film, parce que on a été le voir en IMAX, parce que tu voulais voir justement cette fameuse scène dans l'espace sublime et tout. Et j'étais là, je fais en fait, les scènes dans l'espace sont très courtes. Mais au final, ça s'explique que c'est très court, parce qu'il y a rien qui peut l'arrêter. Donc ça sert à rien de lui envoyer sans cesse des vagues d'assaut, parce qu'elle plie la question. Elle plie la question, donc au final, t'es pas tant là pour... Et ça fait un peu un effet Luke Cage. Oui. De y a rien qui peut vraiment le toucher et autres. Donc je trouve ça bien qu'il y ait très peu d'action à la fin, qu'il y ait pas un énorme final, parce qu'on pouvait s'attendre à avoir un énorme final, mais ça aurait été ridicule, parce que même étant donné dans tous les cas on est dans un film de Marvel Studio, donc elle l'aurait réussi, mais à cause de ça elle aurait doublement réussi, donc ça servait à rien de s'éterniser sur ce côté-là. Non. Mais l'IMAX c'était chouette pour d'autres scènes finalement. L'IMAX c'était très cool. L'explosion ouais. du moteur subluminique. C'est cette scène avec l'eau qui prend le rayon bleu, Yon-Rogg qui vole. Ils volent vachement bien. Je me demande vraiment où sont les câbles et autres, mais ils volent vachement bien. Elle vole vachement bien. C'est sublime. Cette scène-là est sublime. Ça c'est hyper beau. T'as toute la Louisiane où du coup voilà, comme c'est au milieu du bayou, c'est très beau. Et moi, je l'ai bien aimé dans un truc un peu de détail, c'est quand ils sont au projet Pegasus et qu'ils se cachent dans les archives. Et du coup, t'as cet effet de couloir. Et je trouve qu'on avait bien la profondeur. Voilà. Et aussi les scènes d'avion marchaient assez bien. Pour le coup, voilà, IMAX c'est jamais de l'indispensable, mais j'ai pas eu l'impression de. Oui, il faut quand même bien choisir les films. J'ai pas eu l'impression que c'était un gros échec d'avoir choisi l'IMAX, quoi. Il y avait quand même des trucs qui étaient cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Bah, on l'a peu évoqué finalement, c'est marrant, parce que c'est quand même un point qui est un peu important. Est-ce que c'est un film ultra engagé, féministe, etc. Et ben, en fait, pour moi, oui et non. Il est féministe parce qu'en fait, on s'en fout que ce soit une femme. Et il est pas à te faire... Je vais être un peu grossier, du féministe racoleur, à te dire, à te matraquer les trucs. C'est juste, bah voilà, les meufs, elles défoncent, et elles le défoncent pas parce qu'elles sont des meufs qui veulent prouver des trucs. Elles défoncent juste parce qu'elles défoncent. Ouais. Et que t'as des trucs, t'as des phrases qui sont bien senties quand il lui dit
Ian Rogue, prouve-moi que t'es capable de le faire, machin, de te battre sans tes pouvoirs, et là, elle lui envoie une grosse décharge d'énergie, elle dit, j'ai rien à te prouver. Et voilà, et c'est des trucs, pour le coup, il est très féministe parce que il met en avant des femmes fortes, etc. Et il est pas en féminisme marketing, quoi, à dire, regardez, on a fait un truc, ah, vous avez vu, là, on a passé un message féministe, ah, regardez, là, on a dit que les femmes, elles devaient être égales en droit. Et non, c'est juste l'écriture naturelle le discours l'est par ce qu'il met et tout, et sans avoir à te dire, à te pointer du doigt où est-ce qu'il a placé des éléments. Oui, enfin, tu m'avais envoyé une vidéo justement qui expliquait que c'était quoi un film féministe et comment il y avait de manière de présenter des personnages principaux féminins. Et pour le coup, je trouve qu'elle se rapproche beaucoup de Alien, où en fait le personnage, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, 90% du film ne changera pas. Il y a peu de choses qui vont changer, par exemple Son passé. Son passé, donc familial ou à l'armée, et la seule chose qui va changer, c'est les scènes avec Monica Rambeau, qui cherche un modèle, donc qui a quand même 2 modèles, avec sa mère et avec Carole. Ça, ce sont juste ces choses-là. Et au final, même si ça avait été un garçon peut avoir aussi des modèles, et ou que ça soit c'est son père ou sa mère, enfin mais voilà. Mais comme ce sont voilà, on en est à être des modèles pour la jeune génération. Et c'est en ça, en fait, que c'est juste ça, le côté féministe. Mais pour le coup, il est vraiment pas racoleur ni politique, c'est purement sociétal au niveau 1 et très bien. Mais pour moi, ça a été ça, en fait, cette petite scène entre Monica qui dit à sa mère, mais faut que t'y ailles parce que c'est le meilleur exemple que tu peux me donner. Et à la fin, quand elle dit à Nick Fury bien sûr que si, je peux peut-être construire un avion et tu le sais pas. Enfin voilà, en fait c'est des tout petits détails, Oui. mais c'est des petites pierres qui sont bien senties et qui peuvent te faire réfléchir et qui fait une très belle. Enfin moi c'est du coup la manière dont j'aime que ce soit abordé, c'est que c'est quand ça devient naturel, et parce qu'on aimerait que ce soit naturel. Et voilà. Il y a un truc qu'on n'a pas beaucoup parlé, enfin on l'a quand même dit, mais la relation entre Fury et Captain Marvel est vraiment sublime. En fait, ça fonctionne tout de suite et c'est pas forcé. C'est pas dit, c'est un peu abusé quand même qu'il lui fasse confiance, qu'il décide de s'échapper avec elle. En fait, non, c'est très bien amené et ça commence tout de suite dès la scène du téléphone. Parce que on lui tire dessus et elle le défend. Alors, enfin, voilà, c'est ces genres de trucs-là, en fait, qui fonctionnent vachement bien et on comprend pourquoi il l'a marqué. Enfin, après, il faut remettre dans le contexte, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un doté de super pouvoirs. C'est aussi très drôle de se rendre compte qu'elle est à l'origine du projet Avengers, parce que c'est son nom de pilote d'avion. J'ai hâte, dans Endgame, quand elle va les voir, ils vont lui dire, elle va leur demander vous êtes qui, ils vont dire on est les Avengers, et elle va leur rire au nez en disant non, c'est moi. Ça a beaucoup me fait rire, ça. Dans les relations des personnages, la relation Fury-Coulson est très chouette aussi. Où justement, pareil, Coulson le dénonce pas au projet Pegasus quand il s'enfuit et tout, et c'est là, il dit quelque chose genre il a du flair il lui fait un très beau compliment, et du coup tu comprends pourquoi Coulson c'était pas un agent du Shield. En fait il est probablement la première recrue de Nick Fury quand il est devenu et voilà, et donc pourquoi après si tu dérives sur la série Agents of Shield, pourquoi il a voulu le sauver, qu'il prenne la direction et voilà. Enfin, je trouve que là aussi la relation elle est très chouette pour montrer, c'est pas même en poussant un peu plus loin, ça va un peu avec ce côté Fury a un côté un peu rebelle que Coulson a et que Maria Hill a aussi. Parce que notamment dans Winter Soldier où Fury est censé être mort, c'est Maria Hill qu'on retrouve, et c'est Maria Hill qu'on retrouve enfin elle est prête à risquer sa peau au sein du Shield parce qu'elle a confiance en Fury, et elle a confiance il sera pas un simple agent ou un simple type à la direction, il va toujours essayer de toujours remettre en question, et c'est ça en fait qui est bien.
Donc voilà. Et Coulson en plus il a une phrase en disant mais c'est pas un peu bizarre qu'il essaye de... Enfin vous dites qu'il faut la battre alors qu'il nous a prévenu qu'elle était avec elle, enfin voilà. Donc c'est ce flair là où il sent qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, et du coup je trouvais que ils ont un petit peu développé Coulson, mais sans... Enfin, ils l'ont bien dosé, tu vois, sans que ça nuise au reste et... Ils l'ont pas mis pour le mettre. J'avais un peu peur qu'ils le mettent pour le mettre en disant « Ah, regardez, il y a Coulson, et en plus, il est aussi jeune. » Finalement, on le voit très peu. On pourrait le voir plus, mais on le voit très peu, mais ce qui est montré, c'est très bien. Alors, ouais, c'est ça, par contre, ça explique les relations. Ouais. en personnage tout pourri, on a une deuxième fois Ronan the Accusator. Il est de nouveau tout nul. Ouais, c'est ça, c'est quand même le mec qui a l'air... qui a l'air quand même badass, enfin qui l'est d'ailleurs, enfin dans les comics c'est un vrai personnage qui pèse quand même, qui fout des sacrés bordels. Il sert à rien deux fois. Et là ouais c'est ça, ouais. Ah bah tant pis, on s'en va. C'est ça. Est-ce que t'as des choses à rajouter? Non voilà, juste en récap, c'est très bien, il y a des petits défauts qui sont un peu ceux qu'on a l'habitude de voir dans le MCU, mais globalement, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon 21e film. Oui, moi je l'aime très très fort, ce film. Et pas juste un film pour attendre, comme on dit certains. Ah non, pas du tout. T'as quand même beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est un film pour attendre, pour nous faire patienter. Ah bah non. Bah oui, mais je l'ai vu beaucoup, et j'ai jamais compris pourquoi. Mais non. Les gens sont dans le déni. On passe aux questions ? On va passer aux questions, tout à fait. On en a eu pas mal, et ça nous fait plaisir d'avoir vos questions. La première est de JB qui nous dit « Est-ce qu'on en sait plus sur les films de la phase 4 ?» Oui et non. On a les rumeurs d'Eternals. Oui. On sait qu'il va y avoir un film Black Widow. Oui. Mais on n'a pas de grande ligne directrice. Encore. Non. Et on sait pas... Enfin, si, on doit avoir les dates de la phase 4, mais bon. Après, le premier film qu'on sait qui va être dedans, c'est Spider-Man Far From Home. Donc voilà, ça, ce film-là, c'est un film de la phase 4. Après, on sait qu'il y a donc ça, et on sait qu'il va y avoir un Doctor Strange 2, un Black Panther 2, mais c'est pas très clair. Donc non, on n'en sait pas plus, et ils ont dit qu'on saura tout ça après avoir vu Endgame. Et pour le coup, je trouve ça vraiment très bien de pas savoir quels vont être les prochains films. Enfin, je trouve que là, depuis Infinity War, on peut vraiment profiter des films en se disant vous faites si le prochain... Enfin, voilà, on a une vision à court terme de 1 an. Et je sais pas si ça va être leur but, où ils vont nous redonner tous les films de la phase 4 qui vont nous occuper pendant 2 ou 3 ans. Mais avoir une vision courte à 1 an, au final, je trouve ça plutôt bien. Autre question de JB était, à votre avis, saura-t-on un jour ce qui se passe après que Captain Marvel soit parti dans l'espace? Je vais changer la question pour éviter les spoils pour nos amis qui n'auraient peut-être pas vu le film. Moi, je dirais que effectivement, donc son absence entre Captain Marvel et le reste du MCU. Le reste du MCU pourrait éventuellement être traité dans un Captain Marvel 2. Oui. Mais est-ce que c'est pas dommage est-ce nécessaire? Voilà. De refaire un flashback et de pas aller de l'avant? Peut-être que elle le dira, ça sera expliqué, ça sera une phrase ou deux. Après, on peut peut-être avoir des pistes avec le film Gardien 1, et notamment avec ce qui motive Ronan à s'allier à Thanos. Oui. J'ai juste envie de dire, allez voir de ce côté-là. On a Aurélien qui nous a demandé, est-ce qu'on peut croire que Ronan l'Accusateur sera le grand méchant de la suite? Là, on va vous faire une réponse avec un spoil de Gardiens de la Galaxie 1. Oui. On va se le permettre parce que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Il est mort. Il est mort. Sauf si il suit l'idée de JB d'avoir un Captain Marvel 2 qui est de nouveau, enfin qui pourrait se passer dans la chronologie avant les Gardiens. Et qui se retrouverait face à Ronan. Qui se retrouverait face à Ronan. Ou, autre piste, mais là je m'enflamme et je n'y crois pas, comme il a été tué par une pierre de l'infini. Revenir, parce que parfois les pierres de l'infini elles permettent beaucoup de choses. Elles permettent tout et pourquoi pas. Même si c'est pas la pierre des âmes. Oui. Mais voilà, tu pourrais sûrement faire avec les pierres d'infini. Bah non, mais regarde le Tesseract, il a fait revenir, indirectement Red Skull.
Oui, voilà, donc tu pourrais... Why not? Mais pour le coup, ils l'utilisent pas très bien, Ronan, donc j'ai Non. du mal à... Faut arrêter. Enfin, si Mm. c'est pour le sagouiner une troisième fois, faut arrêter. On a Henri qui nous a demandé pourquoi Talos laisse-t-il son chef scientifique crever. Parce qu'il connaît pas les vecteurs. J'ai envie de commencer par... Désolée, j'ai un peu spoilé. Ouais, Ça veut rien dire. hors contexte, ça ne veut Hors rien contexte, dire. ça veut rien dire. Peut-être qu'ils... Enfin, après, ils ont l'air d'être assez déterminés pour leur cause. Ouais, il y a un sens du sacrifice. un peu Voilà, et peut-être qu'ils pensaient qu'il allait s'en sortir. Possible aussi. Possible aussi. Et en vrai, la vraie raison pour laquelle il meurt est chelou. Il répond à la question d'avant et il répond pas à cette question-là alors que les deux sont liés, c'était un peu bizarre. Mais bon, on va dire pour la cause. Oui, tout à fait. Bertrand nous demande pourquoi est-ce qu'elle ne vieillit pas entre effectivement Captain Marvel qui se passe dans les années 90 et le trailer de Endgame qu'on a vu. Parce que les deux films ont été tournés en 2 ans et que Brie Larson n'a pas eu le temps de vieillir. Je pense que pour le coup, il y a probablement des explications du côté des cris, de la manière dont elle a eu ses pouvoirs Ouais. aussi, qui fait qu'elle ne vieillit probablement pas Et de la même façon. Peut-être que les Kree ne vieillissent pas du tout de la même façon que nous. Ils ont peut-être une autre espérance de vie. Ils ont une autre espérance de vie et voilà. Autre question, nous avons Chloé qui nous demande comment battre Thanos. Ben là, on a envie de dire, Il y a Captain Marvel. il y a Captain Marvel, mais aussi, la réponse, ça sera dans Endgame. Oui. Donc on a mais- fait des théories, on a parlé de plein de choses. Oui, après la théorie, c'est à quoi servent les tenues blanches que tout le monde porte et est-ce que c'est pour aller dans des dimensions parallèles ou pour remonter le temps. Et tout ça peut être fait à travers le Quantum Realm. Pour moi, je vote voyage dans le temps à travers le Quantum Realm. Moi aussi. Dimension parallèle, ça me paraît trop compliqué à montrer. Steve nous a posé plusieurs questions. La première est, où est le 4e Skrull? Alors, pour expliquer... Allez, je vais spoiler vite fait. Arrive sur Terre 4 Skrulls. Et on arrive à en suivre la piste de 3 de manière vraiment très sûre. Et il y a un 4e donc on revoit pas. Donc, est-ce qu'il reste sur Terre et commencer la Secret Invasion ou après il peut très bien en fait être récupéré, mais c'est pas montré. Voilà. Donc évidemment sur internet les gens et je pense que Steve répond à ça, mais sur internet les gens se sont un peu enflammés en disant oh, mon dieu il est resté sur Terre et ça génère la Secret Invasion, parce qu'en vrai on était quand même là pour voir la Secret Invasion et qu'on n'a pas eu, mais voilà. Est-ce que Monica pourrait potentiellement être Ironheart? Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Après, elle serait trop vieille. Parce que, étant donné qu'elle a une dizaine d'années dans les années 90, Candice, elle aurait une trentaine d'années au moment de Endgame. Ouais. Elle aurait, ça juste une dizaine d'années d'écart avec Tony Stark. Un peu plus. Une quinzaine d'années. Et Ironheart, dans les comics, a une quinzaine d'années. Oui, ce qui est quand même un point important dans la relation entre ouais, donc elle et Stark. Donc, dans l'idée, Shuri pourrait faire une meilleure Ironheart. Mais je sais pas, je serais curieuse de savoir si Monica va être utilisée en version adulte et comment elle va être utilisée. Et sa troisième question, c'était est-ce que vous avez une théorie sur ce que fait Carol durant ces nombreuses années? Tu l'as déjà un peu dit. Faut regarder du côté des motivations de Ronan dans Gardiens de la Galaxie. Sinon, elle fait du tricot. Pourquoi pas? Mais ça doit faire une sacrée grande écharpe. Très très grande écharpe. On a ensuite Vaudiel, je continue sur la question, qui nous demande ce qui est devenu Goose. On n'en a pas du tout parlé de Goose. On n'en a pas du tout parlé de Goose, effectivement. Mais maintenant qu'on est sorti de la partie spoiler, c'est rigolo. Voilà, on va juste dire que c'est rigolo ce qui est les histoires autour du chat. C'est très rigolo. Et donc non, on n'a aucune idée de ce qu'il est devenu. Non, on ne sait pas. Je pense qu'elle continue à faire la sieste quelque part. Voilà, c'est un chat. C'est un chat. Autre question encore, est-ce que ce film ne cancelle pas, vu que là ils ont pris un arc différent avec des Skrulls, une Secret Invasion? Tout est possible. Tout est possible, ouais. En vrai, tout est possible. Parce que de nouveau, il se serait passé
quasiment 20 ans entre ça, donc tout est possible. On sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu là une première confrontation avec des Skrulls qui n'étaient pas Secret Invasion, ça n'empêche pas qu'il y ait une autre confrontation au futur. Ouais. Et d'ailleurs, il faudra des changements de relations entre la Terre et les Skrulls. Oui, il peut se passer plein de choses, donc... Et dernière question, est-ce que la phase 4, ça pourrait pas être une War Against the Kree? De nouveau, aller voir du côté de Gardien 1. Allez voir du côté du Gardien 1, effectivement, il y a une bonne des pistes. Après, il faudra, de toute façon, si on veut faire une phase 4 où on garde... Attends, mais non, en plus, je dis des bêtises. Enfin non, je dis pas des bêtises, mais c'est pas tout à fait vrai d'aller voir, parce que il y a des cris dans Agent of S.H.I.E.L.D. Il y a des cris dans Agent of S.H.I.E.L.D. Et qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on a vu là dans la version du MCU. Donc de nouveau, en fait, ça peut être des factions, en fait. Ça peut être des mini-groupes. Ouais. C'est pas les Kree sont gentils et les Skrulls sont que méchants, en fait ça peut être juste des mini-groupes et donc très bien tu peux changer d'une attitude à l'autre, d'un groupe à l'autre. Et du coup refaire des Secret Invasion, faire plein de voilà. trucs. Enfin. Du coup est-ce que l'idée de phase 4 War Against the Kree, moi je dirais de toute façon si on veut garder Captain Marvel, les gardiens dans la phase 4, il faudra un ennemi cosmique. Ouais. Tu peux pas rester sur une guerre 100% terrienne. Non. Donc, pourquoi pas. Mais sinon, il y a aussi plein d'autres races extraterrestres qu'on peut introduire encore si on veut en rajouter. Et dernière question était, Raz, qu'est-ce que vous imaginez pour la phase 4 ? Moi, je vais botter en touche, je vais dire que, en fait, pour l'instant, j'ai envie de rien... pas faire de plan, de machin et tout. Je me dis, tiens, restons sur reprenons un peu la surprise des annonces qu'on avait... à une époque. C'est vrai que je fouille moins internet à dire est-ce qu'il y a des infos qui sont sorties. Je suis revenu à une phase un peu j'aime bien de me faire surprendre et faire bah oui, bah c'est ça, bah c'est cool. Si, moi j'ai une attente, c'est d'avoir des super-héros ados, d'en avoir plus. Et que ça soit un groupe, donc soit les Young Avengers, ou d'avoir aussi, on va dire qu'on a déjà Spider-Man, donc avoir une super-héroïne ado. Évidemment, je voudrais beaucoup Miss Marvel, mais poussons un peu la folie, et pourquoi pas un film Hawkeye, qu'on n'aura jamais eu un film Hawkeye, mais un film Hawkeye avec la fille de Clint, et qui est Kate Bishop, enfin, la version MCU de Kate Bishop. Voilà, vu que juste parce qu'il y a cette scène dans le trailer de Endgame, et je me dis, j'ai envie. J'aimerais en fait avoir un film tenu par une adolescente et que ça soit une femme. Donc voilà. Mon envie de la phase 4, ça serait ça. Et d'avoir plus d'ados. On a eu beaucoup d'adultes. Évidemment, ça permet beaucoup plus de liberté des adultes et de montrer beaucoup plus de choses. Mais plus d'ados. Ça serait mon attente pour la phase 4. Je propose que ce soit donc le mot de la fin. Plus d'ados ? Ça fait un peu bizarre. Non, juste projetons-nous dans le futur. Voilà. En attendant, Endgame qui sortira dans pas longtemps. Allez voir Captain Marvel. C'est un meilleur mot de la fin que plus d'ados. Allez revoir Captain Marvel si vous l'avez pas revu. Si ça vaut bien au moins une deuxième fois. Peut-être pas vite comme moi, mais ça vaut bien au moins une deuxième fois. On sait pas quel va être le prochain épisode. Ça se trouve, ça va être quand on aura vu Endgame. Ou peut-être, ça va être une idée qu'on avait eue avec Emily, de revoir tous les trois Infinity War et de faire plein de commentaires pendant qu'on regarde Infinity War. Donc c'est voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on se revoit, mais on va se revoir très bientôt. Et on a hâte de vous reparler et d'attendre vos retours. Merci Basile. Eh bien, merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Salut tout le monde. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!